Comment pourrait-on passer de ChatGPT à un agent entièrement autonome? Quels sont les différents chemins susceptibles de nous conduire vers des IA générales? Dans combien de temps atteindra-t-on l'intelligence artificielle de niveau humain? J'ai eu la chance de poser ces questions et bien d'autres à Charbel Raphaël Ségerie. Après avoir suivi les formations en intelligence artificielle les plus sélectives de France, il a exercé en tant que data scientist, ingénieur de recherche en machine learning et directeur de la technologie au sein de plusieurs entreprises. Actuellement, il supervise le pôle intelligence artificielle d'Efficience, une organisation qui agit pour une recherche impliquée face aux grands problèmes de notre monde. Dans ce rôle, il dirige la recherche et l'enseignement et donne des cours de sécurité de l'IA au master mathématiques, vision et apprentissage de l'ENS Paris-Saclay. Bienvenue dans cette conversation avec Charbel Raphaël Ségerie. Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Alors, peut-être au niveau de la contextualisation, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'avec des modèles tels que GPT-4 ou Claude 3, il y a eu des progrès qui sont immenses en langage. Moi, quand je travaillais il y a 3 ans sur une start-up sur du traitement du langage, donc je travaillais dans une start-up qui s'appelait Omniscience, et on essayait de construire un moteur de recherche académique comme Google Scholar. C'est essayer de faire des recherches sur Google et ça fait remonter automatiquement les papiers et ça peut les résumer automatiquement. Donc ça, c'était les balbutiements de ce qu'on appelle les language models, des modèles de langage. Et à l'époque, c'était des choses comme voilà, GPT-2, GPT-3, ça venait de sortir, ça fonctionnait pas encore très bien, c'était bien avant ChatGPT. Je me souviens que à l'époque, quand on essayait de résumer un papier académique, il fallait faire beaucoup de travail. Il fallait ce qu'on appelle adapter, fine-tuner le modèle de langage pour l'aider à faire la tâche, lui donner plein d'exemples en amont, et ensuite on pouvait espérer que peut-être parfois ça fonctionne. Actuellement, les jeunes qui utilisent ChatGPT, qui juste demandent de résumer l'article, et ChatGPT fait le bon résumé, ne se rendent pas compte qu'il y a ne serait-ce que 1, 2, 3 ans, c'était vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de travail. Voilà, les progrès sont vraiment, genre, quand on est dans l'industrie, on ressent toutes ces choses-là de manière extrêmement forte. On voit tous les jours des innovations sur Twitter, on voit des innovations, des papiers, une très grande quantité de papiers scientifiques et d'améliorations de nouvelles techniques. Mm. Voilà. Ça, c'est le point contextualisation. Genre, on ressent vraiment très fortement cette accélération. Et Mm. c'est pas que pour le langage, c'est aussi pour les jeux vidéo. Par exemple, le jeu s'appelle Diplomatie, Mm. et une IA qui s'appelle Cicero a été entraînée à jouer sur le jeu Diplomatie. Et ce jeu est un jeu compliqué, car c'est un jeu de stratégie, mais qui requiert aussi l'utilisation du langage. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que les échecs, parce que les échecs, c'est simplement bouger les pions, bouger les pièces, mais il n'y a pas besoin de dialoguer. Tandis qu'ici, il faut aussi dialoguer. Et ben, Meta a réussi à construire un modèle qui est capable de jouer au niveau de bons amateurs à ce jeu-là. Donc Mm. c'est impressionnant. On a aussi des évolutions très fortes en robotique. On voit actuellement, par exemple, euh, des humanoïdes. Donc, c'est pas tout à fait fonctionnel encore, mais ça fait des progrès. Et évidemment, en génération d'images, je me souvenais d'un exemple que je donnais il y a 2 ans, avec, voilà, on est capable de générer maintenant des images. Et aujourd'hui, c'est plus des images, c'est des vidéos avec Sora. Sora, donc ça Mm. s'écrit Sora. Et voilà, donc et Sora a beaucoup, beaucoup surpris l'industrie, dont moi. Je ne pensais pas qu'il était possible de faire des choses aussi belles. Et du coup, en fait, est-ce que tu penses que ça sera possible de vraiment atteindre l'IA de niveau humain, l'intelligence artificielle générale, avec simplement en augmentant en fait la puissance des modèles actuels, donc ceux qui sont à base Très- de transformers comme ChatGPT, etc., ou tu penses vraiment qu'il faudra changer de paradigme? C'est vraiment une très bonne question. C'est aujourd'hui une question qui divise beaucoup les spécialistes. Je pense que quand on voit les performances des modèles actuels, il faut se poser la question, OK, maintenant qu'on a ces performances-là, qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est insuffisant? Ce qu'on peut voir, c'est de manière assez claire, les IA, il faut les entraîner sur beaucoup, beaucoup de données. Les humains n'ont pas besoin d'autant de données pour être entraînés et peuvent comprendre beaucoup plus rapidement les choses. Et aussi,
ce qu'il faut voir, c'est que au niveau textuel, on peut demander à faire certaines tâches, mais pour les tâches qui demandent davantage d'autonomie, qui demandent davantage de planification au long terme ou de mémoire long terme, aujourd'hui, c'est beaucoup plus on y arrive, mais pas vraiment. Genre, par exemple, il y a des frameworks tels que AutoGPT qui Hmm. permettent de convertir un modèle de langage comme ChatGPT en agent quasiment autonome. C'est-à-dire qu'on donne un objectif à l'IA et ensuite, cet objectif va être divisé. Donc, par exemple, l'objectif, ce serait, peux-tu me faire une literature review sur ce sujet, sur un Hmm. sujet de, je sais pas, n'importe quoi. L'IA va prendre cet objectif, le décomposer en sous-tâches, va ensuite faire des requêtes Google, va faire des requêtes pour naviguer sur Internet, va faire des résumés de toutes les pages qui sont pertinentes, et ensuite va concaténer tous les résultats. Voilà. Donc, on a une grande tâche qui a été subdivisée en sous-tâches, et on a un agent qui peut faire une série d'actions à plus ou moins court ou moyen terme. Donc aujourd'hui, ça fonctionne un petit peu pour ce genre de tâches qui sont assez simples, mais on n'a pas d'IA qui fonctionne pour des tâches qui sont beaucoup plus complexes ou de longue durée et Hmm. qui nécessitent l'utilisation d'une mémoire long terme. Donc voilà, donc c'est actuellement ça la question. Et je pense que donc des pistes de recherche qui sont assez prometteuses, c'est par exemple pour la création d'une mémoire long terme. Donc ce qui est utilisé dans AutoGPT, c'est ce qu'on appelle des mémoires vectorielles. En gros, ce qui se passe, c'est que on utilise ce qui se passe, c'est que quand l'IA fait une série d'actions, et elle peut se dire, OK, c'était une série d'actions qui était intéressante, je vais mémoriser euh, ce fait, cette donnée, cette information, et je vais l'écrire quelque part. Et Hmm. ensuite, je vais donner un titre à cette information, par exemple, genre, c'était une information sur ce genre de papier, et à l'intérieur est stocké des informations sur le papier qui a été résumé. Et ça permet de créer une base de données, genre, c'est pas exactement, ça ressemble pas beaucoup à la mémoire qu'on a, nous, dans le cerveau des humains, Hmm. mais c'est quand même une mémoire long terme. C'est pas tout à fait élégant, mais ça pourrait faire le taf, comme on dit. Euh, donc voilà. Hmm. Après, il y a d'autres problèmes qui sont ce qu'on appelle par exemple de continuous learning. Les IA, elles sont entraînées pendant très 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 longtemps, puis elles sont déployées. Mais finalement, l'ensemble des connaissances qu'elles ont sur le monde est fixé en grande majorité par l'entraînement. Tandis que ben, les humains, ben, il n'y a pas d'entraînement ou de déploiement. C'est tout le temps les deux en fait. On est tout le temps en train d'apprendre et de faire des choses en même temps. Ces Mhm. deux processus sont en fait réunis en un seul. Et ça, c'est ce qu'on appelle du continuous learning, apprendre de manière continue. Et ça, c'est encore un défi qui existe chez les IA. Donc, un contre-exemple de ça, une piste de recherche prometteuse pour résoudre ce qu'on appelle l'apprentissage continu, c'est donc il y a une IA qui s'appelle Voyager et qui, en fait, en une seule partie à Minecraft, apprend de manière successive différentes compétences au fur et à mesure de sa vie sur Minecraft. Donc au Mhm. début, l'IA elle est plongée dans un environnement et elle ne sait pas faire grand-chose. Et puis ensuite, elle voit qu'il y a un ennemi qui s'approche, l'IA tape sur l'ennemi, le tue, et après avoir fait cette tâche, dit OK, la tâche a réussi, je vais mémoriser cette tâche dans ma mémoire. Et tâche après tâche, l'IA va aller vers un arbre, va couper l'arbre, va dire ah bah c'est bon, je sais couper des arbres maintenant, mémorise cette tâche dans sa mémoire. Ensuite, au fur et à mesure, elle apprend des tâches de plus en plus compliquées qui utilisent les tâches qui ont été maîtrisées auparavant. D'ailleurs, cette mémoire utilise le principe des mémoires vectorielles que j'expliquais tout à l'heure. Ça ressemble beaucoup à AutoGPT. Enfin, on a une tâche, on a un objectif qui est décomposé en sous-objectifs, et c'est comme ça que Voyager fonctionne. Et voilà, Voyager apprend de manière continue à Minecraft jusqu'à des compétences qui sont très très compliquées à obtenir, telles que euh, créer des épées de diamants. C'est très compliqué. Enfin, pour ceux qui ont déjà joué à Minecraft, la première fois qu'on essaye de construire une épée de diamant, on ouvre le champagne, quoi. Quand on est dans la LAN entre les amis, on se dit, ben voilà, c'est bon, maintenant on est prêt pour aller
taper le dragon. Mmh. Bon, c'est vraiment pas rien et c'est vraiment très impressionnant comparé, encore une fois, à ce qu'on arrivait à faire il y a quelques années. Voilà. Bon, donc l'histoire que je viens de raconter avec Voyager, qui illustre le fait qu'actuellement, on est capable de créer des IA qui font de l'apprentissage continu sur certains jeux tels que Minecraft, c'est sympathique, mais c'est pas généralisé à l'entièreté des tâches cognitives, on peut dire. Heu, donc voilà, la question reste en suspens. Donc, potentiellement, ça pourrait être possible avec les Transformers d'arriver à l'intelligence artificielle générale. Si c'est le cas, comment est-ce que ça se passerait en fait? Est-ce que ça serait justement grâce à ce qu'on appelle les propriétés émergentes? Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer un peu ce que c'est et puis en quoi, enfin, comment est-ce qu'on pourrait arriver, comment est-ce qu'en fait on pourrait passer de ChatGPT actuel à un GPT-5 ou 6 qui soit une intelligence artificielle de niveau humain? OK. Donc déjà, tu as utilisé 2 termes, qui sont un petit peu différents, mais un peu similaires aussi. Donc IA générale, intelligence artificielle générale et IA de niveau humain et peut-être que faut peut-être faire une petite, parenthèse pour expliquer un petit peu les similarités et différences qu'il y a entre ces 2 termes. Mhm. IA de niveau humain, ça se comprend assez bien, en fait. Les humains ont des capacités, donc il y a plein de capacités qui sont différentes. Par exemple, la capacité de faire des mathématiques à ce niveau-là, parler français, parler anglais, connaître des choses sur l'histoire-géographie, et cetera. Il y a plein de capacités, donc aussi la motricité, capable de pouvoir bouger la main, faire des saltos arrière. Tout cela, ce sont des capacités que savent faire les humains. Très bien. Dans le passé, les IA, en fait, on les entraînait pour des tâches qui étaient très spécifiques. C'est ce qu'on appelait des IA narrow en anglais, donc N-A-2-R-O-W. Et par contre, genre, ça, c'est le contraste entre IA narrow et IA générale, qui savent faire plein de tâches diverses et variées. Et ouais, dans le passé, ce qu'on utilisait, c'était des systèmes experts qui étaient juste utilisés ou entraînés pour cette tâche spécifique, cette tâche spécifique. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en entraînant les IA sur des datasets, sur des jeux de données d'entraînement qui sont variés et larges, par exemple, tels que essayer de prédire le prochain mot sur Internet, en fait, quand on entraîne les IA sur ce genre de tâches, l'IA doit apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour réussir à faire cette tâche de manière satisfaisante. Parce que pour prédire le prochain mot sur Internet, il faut à la fois maîtriser plein de langues différentes, maîtriser la grammaire, maîtriser l'orthographe, maîtriser des choses qui sont de niveau d'abstraction qui sont encore plus élevés. Par exemple, au début d'un entraînement d'un LLM, ce qui va se passer, pardon, au début d'un entraînement d'un modèle de langage, Mhm. donc c'est ce qu'on appelle un large language model, ce qui va se passer, c'est que au début, le modèle va apprendre des choses qui sont euh, des statistiques de bas niveau telles que lorsque je dis Barack, c'est fréquent de dire après Obama. Obama, Barack Obama, ça va souvent ensemble. Voilà. C'est 2 mots qui se suivent très facilement. On peut retenir ça un peu par cœur. Ensuite, l'IA va maîtriser des choses qui sont un petit peu plus syntactiques ou l'orthographe. Par exemple, quand on met des mots au pluriel, il y a souvent un S à la fin. Voilà, donc ça c'est une règle qui est simple à deviner. Et voilà. Ensuite, l'IA va passer à un niveau d'abstraction qui est un petit peu plus élevé et va essayer de faire des phrases qui sont cohérentes. Ensuite, va essayer de faire des paragraphes qui sont cohérents. Et c'est ce qu'on voyait avec GPT-2. Donc GPT-2, il arrive à faire parfois des phrases qui sont cohérentes, mais les paragraphes ne sont pas cohérents. Mhm. Maintenant, avec GPT-3, ce qui s'est passé, c'est que non, on demande une instruction et souvent les paragraphes sont cohérents, même si à l'échelle du texte, c'est parfois bancal. Et avec GPT-4, donc GPT-4, ce qu'il faut savoir, c'est une IA qui est simplement, je résume beaucoup, mais c'est une IA qui est entraînée sur beaucoup plus de données et qui est plus grande, plus de neurones et entraînée avec plus de puissance de calcul. Et bien ici, la cohérence, elle va se faire au niveau du texte entier. Et les subtilités, enfin les erreurs que va faire l'IA vont être un peu plus fines, etc. Donc, euh, moi, quand je prends de la distance vis-à-vis de tout ce processus, je vois la différence colossale entre GPT-2 et GPT-4. Et
je me dis que voilà, si on fait un saut qualitatif aussi grand entre GPT-2 et GPT-4, et GPT-4 et GPT-6, je pense que ça peut donner quelque chose qui est assez impressionnant, parce qu'encore une fois, GPT-2 n'était même pas capable de compter jusqu'à 10, quoi. Donc, ensuite, tout ce que je viens de te raconter, c'est effectivement un processus qu'on appelle, donc des capacités émergentes. Heu, donc on a une capacité, donc par exemple, je peux vous donner un exemple de capacité émergente. Heu, donc, lorsque il y avait une architecture qui s'appelait, DALL-E, créée par OpenAI pour créer des images en tapant du texte. On tape du texte, ça crée une image et le problème, c'est que ces images étaient très, très jolies, hein, il y avait pas trop de soucis. Le problème, c'était que quand on demande à rajouter du texte sur l'image, le texte est épelé de manière, n'importe comment. L'IA n'arrive pas à épeler correctement les mots et à l'époque, les spécialistes se posaient la question: «OK, est-ce que si on fait grossir le nombre de neurones, si on grossit l'architecture, on grossit, la taille de données d'entraînement, on va réussir à obtenir la capacité d'épeler correctement les mots et les lettres?» Et la réponse est: «Ben oui», avec une architecture qui était très similaire. Donc l'architecture s'appelait Party de Google et on voyait que donc, à 300 millions de neurones, ça fonctionne pas et à 10 milliards de neurones, ça fonctionne. Et ça, c'est une capacité qui est émergente parce qu'on n'a pas changé le processus d'entraînement, on a juste changé la taille et voilà, ça fait toute la différence. Donc, mmh, je pense que c'est un phénomène qui est effectivement très, très important et de manière plus générale, heu, de manière plus générale, aujourd'hui, on peut observer des régularités qui sont très fortes dans, donc on peut même observer des régularités qui sont, heu, à l'échelle, alors c'est ce qu'on appelle les scaling laws. En gros, ce que l'on appelle des lois d'échelle et en fait, on sait très précisément quel va être le nombre d'erreurs si on fait grossir enfin si on multiplie par 2 ou par 4 ou par 8 la taille du le nombre de neurones ou la taille de données d'entraînement ou, la quantité de calcul qui a été utilisée pour l'entraînement. Toutes ces choses-là, on peut les calculer et c'est vraiment des lignes droites, enfin, en échelle logarithmique. On voit vraiment la ligne qui est vraiment très, très précise et le truc, c'est qu'aujourd'hui, même sur les IA qui sont les plus grosses, les lignes restent des lignes. Ça n'a pas c'est par exemple, on aurait pu penser que la ligne, au bout d'un moment, devient, ben, beaucoup plus, heu, comment dire? On quitte le régime linéaire pour devenir un peu un régime asymptotique. Et ben non. Même sur des IA telles que GPT-4, on n'est toujours pas dans le régime asymptotique. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si on va chercher des IA qui sont encore plus grosses et entraînées sur des textes encore plus volumineux, et ben on va continuer d'améliorer les performances. Donc la grande question maintenant, c'est ben, peut-on encore peut-on améliorer la qualité et la taille des corpus? Et peut-on utiliser plus de puissance de calcul? La réponse à la question de la puissance de calcul, pour moi, ça reste oui, au moins pendant encore 5, 6 ans, je pense. Après c'est pas très clair parce que ouais, après c'est pas très clair parce qu'il peut y avoir des problèmes. Donc la réponse est: est-ce qu'on peut obtenir ça dans un horizon d'années, donc avant 2030, mettons? Et à la deuxième question, donc à savoir si on peut augmenter la taille du corpus, augmenter, sa qualité aussi, je pense que la réponse est oui, parce que, heu, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on augmente le nombre de paramètres et le nombre de neurones, les IA ont besoin de moins de données pour apprendre des choses de qualité supérieure. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est vrai. Et deuxièmement, ben, pour augmenter la taille du corpus, donc c'est vrai qu'il y a quand même des difficultés, hein, c'est vraiment technique, mais je pense qu'une piste très, très prometteuse pour le futur, c'est utiliser ce qu'on appelle de la donnée synthétique. C'est-à-dire, à la place d'entraîner les IA sur juste internet, on fait un pré-processing, on filtre ce qu'il y a sur internet qui est de qualité satisfaisante et ensuite on entraîne sur ça. Et on peut ensuite faire des variations et entraîner l'IA, genre c'est assez puissant comme, processus.
Je peux donner un exemple. Donc, il y avait un papier qui s'appelait Textbook is all you need. Et en gros, ce qu'ils ont fait, donc un textbook, c'est donc en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, heu, donc textbook, ce sont souvent des livres qui sont rédigés pour les étudiants universitaires. Et donc ce sont des livres qui sont de très haute qualité, bien rédigés, bien formatés, très pédagogiques, et cetera. Et en gros, les auteurs de ce papier ont entraîné un modèle de langage sur de la donnée qui est filtrée uniquement de très haute qualité, donc sur de la donnée de qualité textbook, en fait. Genre pas Reddit, pas, Twitter, juste le top du top. Et en entraînant l'IA juste sur ce truc-là, ben, l'IA est devenue vraiment, avec juste 1 milliard de paramètres, 1,5 milliard de paramètres, il faisait aussi bien que des IA qui utilisaient quelque chose comme 50 milliards de paramètres. Voilà, donc c'était assez impressionnant. Et cette IA, ben, utilise de la donnée synthétique parce qu'il y a un premier filtre, on enlève la donnée de qualité, basse, et ensuite, la donnée qui est de qualité un peu, heu, voilà, pas tout à fait top, on essaye de l'améliorer avec des langages modèles qui essayent de raffiner un petit peu la donnée, et Donc il y a plein de petites astuces qui existent comme ça. C'est ce qu'on appelle aussi des améliorations algorithmiques qui permettent, avec autant de puissance de calcul, de faire mieux. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir financièrement en passant par les liens en description. Vous participerez ainsi à rendre accessible au plus grand nombre des sujets pourtant complexes et méconnus. Chacun de vos dons me permettra de vous proposer les contenus les plus qualitatifs possibles. Merci d'avance de votre soutien. Ouais. Ouais, donc finalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'on pourrait atteindre un peu le summum de ce qu'on arrive à faire avec GPT-4 ou comme ça, mais finalement, avec justement ces autres corpus de données, ces données synthétiques, l'augmentation de la puissance de calcul, ça devrait pouvoir encore s'améliorer pour les prochaines versions, voire même grandement s'améliorer. Et puis dans ces améliorations, peut-être il pourrait y avoir justement de nouvelles capacités émergentes qui améliorent grandement l'algorithme, quoi. Tout à Mm. fait. Et ce qu'il faut voir, c'est que aujourd'hui, enfin, donc quand on regarde les lois d'échelle, donc donc on en est à enfin, on n'est pas très, très loin du taux d'erreur optimal, on va dire, du taux d'erreur incompressible. Mhm. Et le truc, c'est que on a l'impression qu'effectivement, vu que c'est logarithmique, il va falloir utiliser beaucoup plus de puissance de calcul pour, essayer de combler le trou. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le trou, entre ce qu'on a actuellement et le truc optimal, en fait, ça recèle des capacités qui sont extrêmement, extrêmement fines. Par exemple, la métacognition. La métacognition, c'est quoi? C'est être capable de raisonner sur ce qu'on sait. C'est Mhm. assez fascinant ça. Donc, et ce sont des ou alors des choses qui sont encore plus fines. Alors tout ce qu'on a... En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une IA qui arrive à prédire exactement ce que tout humain écrit dans un journal ou un papier académique, c'est une IA qui est capable de simuler tous ces humains quasiment de manière parfaite. Et Mm. donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment très super humain d'avoir une IA qui est capable de simuler comme ça tous ces écrits de haute qualité. Si on Mm. demande, par exemple, si on imagine qu'on donne le titre d'un papier qui a été publié sur Nature ou Science et que l'IA arrive à compléter le papier parfaitement, c'est très, très super humain. On peut imaginer ce que ça pourrait donner. Bien sûr. Heu, voilà. Et donc toi, tu penses que typiquement avec cette amélioration qui va se faire et ces nouvelles capacités émergentes dans les prochains modèles, on pourrait avoir justement des capacités émergentes qui petit à petit mènent vers une IA de niveau humain? Déjà, ce qui est assez important de faire, c'est voir que quand on dit niveau humain, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. De manière et aussi quand on dit intelligence artificielle générale, ça ne veut pas Mm. non plus dire grand-chose non plus. Alors je vais expliquer pourquoi. Donc, quand on dit, intelligence, il faut, je pense, dans la tête, il faut substituer intelligence à capacité. Pourquoi? Parce que intelligence, en fait, c'est assez mal défini.
hein. C'est un mot qui est un petit peu fourre-tout. On peut y mettre un peu tout et n'importe quoi. Et donc, en fait, moi, quand j'entends intelligence artificielle générale, je substitue intelligence à capacité. Mmh. C'est beaucoup mieux défini et on peut le mesurer sur certains benchmarks, par exemple, être capable de parler anglais, être capable de faire ses exercices de mathématiques, être capable de faire telle ou telle chose. On peut le mesurer avec des nombres et voilà, on a des benchmarks, on a plein de nombres qui vont nous permettre de caractériser le niveau de performance, le niveau de capacité de cette IA sur tous ces différents domaines. Mmh. Voilà. Maintenant, donc ça c'est pour intelligence, il faut substituer intelligence par capacité. Maintenant, Mmh. pour général, général aussi, c'est un mot qui est un petit peu pas très bien défini. Par exemple, la généralité pure et parfaite, ça n'existe pas vraiment. Euh, Même les humains, on peut dire que les humains sont généraux, enfin, ont des capacités qui sont générales, hein, sont capables de faire plein de choses, mais c'est Mmh. pas général au point de calculer dans sa tête le repliement des protéines, par exemple. On n'est pas Mmh. capable de faire ça. Et du coup, ce qu'il faut voir, c'est que quand on dit intelligence artificielle générale, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est capacité générale au sens de niveau humain. Mmh. Et c'est pour ça que, en gros, un bon synonyme de Artificial General Intelligence, c'est IA de niveau humain sur plein de capacités données. Mmh. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, il n'y a pas de raison pour laquelle les IA auront des capacités qui sont exactement les mêmes que les humains. En Mmh. fait, les capacités, c'est plein de capacités qui sont extrêmement différentes. Et on peut imaginer qu'en fait, les humains, c'est un spectre. On a peut-être 10, enfin, je schématise, mettons qu'on a 3 capacités, une de niveau 10, une de niveau 5, une de niveau 2. Mmh. Et mettons que les IA du futur, ben, peut-être que ce sera, je sais pas, 2 capacités, mais il y en aura une qui sera de niveau 20 et une autre de niveau 3. Mais ça Mmh. pourrait être totalement l'inverse. Ou ça pourrait être peut-être 10 capacités. Enfin, voilà, genre. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment un spectre. Et pour chacune des capacités, il y a des niveaux qui sont différents. Et il n'y a pas de raison qui fera que dans le futur, on aura des IA qui seront de niveau exactement humain sur toutes les capacités humaines. Et même, on Mmh. peut le voir, enfin, chez les humains, les capacités diffèrent énormément. Il y a des gens qui sont très bons mathématiciens, d'autres qui sont pas très bons mathématiciens. Il y a des gens qui sont très bons pour faire je sais pas, de la voltige au cirque. Moi, je sais pas faire de la voltige au cirque. Mmh. Voilà. Donc, voilà. Donc, quand on dit intelligence artificielle générale, ça veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire quand même quelque chose. Ça veut dire quand même quelque chose. Ça veut dire, pour moi, comment je le traduis dans ma tête, ça veut dire une IA qui est capable de faire tout ce que moi, Sherbel, je sais faire au quotidien sur un ordinateur. Donc, ça va savoir ben, écrire des mails, répondre à des messages, écrire du texte, euh, converser, discuter, etc. Genre, c'est à peu près toutes des tâches de bureautique. S'il y a une IA qui sait faire les tâches de bureautique, faire du software, enfin faire enfin, du code, etc., ben, je suis content. Enfin, je me dis, ben, ok, c'est une intelligence artificielle générale. C'est comme ça que je D'accord. le traduis de manière un peu plus rigoureuse. Mmh. Bah, merci beaucoup, pour ces précisions et du coup, au niveau de la timeline, de combien de temps ça prendrait pour arriver à une intelligence artificielle comme ça? Il y en a certains qui disent ah oui c'est dans les prochaines années. ChatGPT 5 pourrait déjà être une intelligence artificielle comme ça. D'autres disent non pas avant la fin du siècle. Il faudra, enfin c'est extrêmement complexe etc. Euh, Assez peu finalement sont entre deux j'ai l'impression. Toi c'est quoi ton point de vue là-dessus? Et puis, c'est quoi aussi les éléments qui pourraient faire en fait que ça prenne plus ou moins de temps? Bah, tout d'abord, tu fais bien de préciser le fait que les experts sont d'avis vraiment très différents. Euh, donc, peut-être que donc actuellement, il y a eu un papier qui a été publié en janvier de Katia Grace de AI Impact, une institut qui s'appelle AI Impact, et ils ont fait un sondage auprès de tous les chercheurs. Grande partie des chercheurs qui ont assisté à la conférence NeurIPS, qui est une conférence assez prestigieuse dans le domaine. Mhm. Je crois qu'il n'y avait pas que cette conférence d'ailleurs, mais bon, ils ont vraiment fait un sondage avec plein de chercheurs et ils sont arrivés à une médiane de, il me semble, 2045, alors qu'auparavant c'était 2050,
comme ça. Donc, Mmh. en 2 ans, les chercheurs ont avancé les timelines, heu, de ouais, de quelques années déjà. Faudrait que je regarde un petit peu le est-ce que je peux le retrouver? Enfin bon. Donc ça, c'est voilà, ça c'est, disons, la valeur du sondage. Maintenant, il y a d'autres méthodologies qui existent, notamment il y a des gens qui essayent d'agréger, il y a des gens qui s'intéressent à la question, qui essayent de faire ce qu'on appelle des prédictions, ce qu'on appelle des forecasters ou des super forecasters. Et notamment, il y a une plateforme qui s'appelle Metaculus, qui agrège la prédiction de ces forecasters. C'est ce qu'on appelle un marché de prédiction. Et souvent, ce qu'on a observé dans le passé, c'est que les marchés de prédiction font souvent des bonnes prédictions. Euh, Ouais, genre, ce qu'on appelle la capacité à être calibré. C'est-à-dire, quand on dit que quelque chose arrive, si par exemple je dis que un événement, j'en suis sûr qu'il va arriver à 10%, à 10% de chance, eh bien, si je suis calibré, ça veut dire que pour de vrai, eh ben, cet événement a 10% de chance d'arriver. C'est un petit peu, quand je dis calibration, c'est calibration au sens fréquentiste du terme. Si je dis que quelque chose a Mmh. 50% de chance d'arriver, et ben effectivement, dans la vraie vie, quand je dis 50%, la moitié de mes prédictions où j'ai dit 50% arrivent une fois sur deux. Mmh. Ça, c'est la calibration. Et il s'avère que Metaculus est très 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 bien calibré et a vraiment des très très bonnes métriques. Genre, on n'a pas de boule de cristal aujourd'hui, mais l'une des meilleures boules de cristal qu'on a sur le futur, ce sont les marchés de prédiction. Mmh. Et qu'est-ce que nous dit Metaculus sur la question des timelines, sur la question du moment où arrivera des intelligences de niveau humain? Alors actuellement, Metaculus dit que on aura des IA de niveau humain en 2031, donc ça c'est la médiane de la prédiction. Et il y a une courbe comme ça, avec une distribution de probabilité, euh, qui est assez épaisse, hein. C'est vraiment, il y a beaucoup d'incertitudes, mais la médiane, c'est 2031, donc d'après Metaculus. Et moi, euh, ma méthodologie à moi, c'est plutôt de dire, je fais plutôt confiance à Metaculus plutôt qu'à l'ensemble des experts qui ont été interviewés pour le survey. Pourquoi je fais davantage confiance à Metaculus? C'est parce que Metaculus a un bon track record sur vraiment plein de questions, mais aussi parce que j'ai l'impression que les experts ne sont même pas, eux, au courant de la vitesse à laquelle va le progrès. Par exemple, il y a une figure dans le rapport, enfin, il y a une image dans le rapport où, en gros, ils ont posé la question aux experts pour plein de capacités, quand est-ce que vous pensez que ça va arriver? Je peux Mmh. donner des exemples. Ils ont dit, par exemple, quand est-ce qu'on va avoir des IA qui sont capables d'écrire des essais au niveau des collégiens. Et ils ont dit quand est-ce qu'on aura des IA qui seront capables de faire de la transcription orale. Mmh. Et ce qui s'est passé, c'est que ben, les chercheurs, ils disaient des choses qui me paraissaient vraiment hallucinantes. Par exemple, ils disaient, genre, je peux essayer de retrouver euh, transcribe speech, par exemple, donc convertir du texte de MP3 vers un fichier texte. Ils disent des choses comme 2027, 2028, alors que ça existe déjà aujourd'hui. C'est ça qui est fou. Et donc, moi, je suis vraiment surpris parce que Whisper, qui est un logiciel qui a été créé par OpenAI, qui est déjà capable de convertir de l'audio en du texte de manière un peu superhumaine. Par exemple, moi, j'ai essayé de faire mieux que Whisper, et quand il y a des environnements qui sont bruités, quand il y a beaucoup de gens qui discutent en même temps, j'ai l'impression que Whisper fait mieux que moi, et Whisper, en plus, il est capable de le faire dans tous les langages, tandis que moi, je maîtrise que, Mmh. ben, ouais, français, l'anglais et un petit peu le libanais. Et Mais, beaucoup plus rapidement en plus. ouais, et beaucoup plus rapidement en plus. Et pourtant, les experts sont pas au courant que cette IA existe et font des prédictions en disant, ben, ça arrive dans, je sais pas, 4 5 ans, alors que Mmh. c'est déjà aujourd'hui. Donc, en gros, j'ai l'impression qu'ils sont pas tout à fait au courant. Et pourquoi ils sont pas tout à fait au courant? C'est parce que en fait, c'est vraiment dur d'être au courant. Il faut vraiment s'accrocher à l'actualité. Tous les jours, il faut regarder ce qui se passe. On se prend des claques tous les 3 jours. Enfin, je comprends, enfin, pourquoi c'est compliqué d'être accroché. Et genre, moi, c'est un petit peu ma spécialité. Essayer de faire de la sécurité de l'IA. Pour faire de la sécurité de l'IA, il faut vraiment se tenir au courant de toutes les capacités qui sont en train d'émerger. Mmh. Et pour les chercheurs en IA qui travaillent sur leur domaine spécifique,
c'est tout à fait compréhensible de simplement s'intéresser à cette partie-là et de devenir expert de cette partie-là pour essayer de trouver des choses qui sont de plus en plus profondes pour ce genre de choses. Mais voilà, moi, c'est mon travail de regarder un petit peu le spectre entier des capacités et d'essayer de genre, faire des prédictions pour se prévenir des risques émergents. Et du coup, c'est pour ça que je me tiens beaucoup au courant des actualités. Et ouais, non. Ouais, j'imagine qu'un Voilà. élément qui peut beaucoup changer, enfin qui peut beaucoup influencer le fait qu'on pense que l'IA de niveau humain peut être extrêmement proche ou beaucoup plus lointaine, c'est notamment si du coup on pense que typiquement en augmentant les capacités des systèmes actuels, on peut atteindre des IA comme ça. Alors on pourrait se dire, bah finalement, il n'y a pas de révolution paradigmatique à faire, etc. Donc ça pourrait aller plus vite. Tandis que si on pense vraiment qu'il faudra penser de nouveaux types d'algorithmes, etc., bah peut-être que on va se confronter à beaucoup plus de difficultés et donc ça va prendre plus long. Est-ce que tu es d'accord pour dire que ça c'est un des trucs principaux qui peut cliver au niveau des timelines? Bien sûr, bien sûr. Il y a ceux qui sont d'accord avec la l'hypothèse, la strong scaling hypothesis. Donc, c'est quoi la strong scaling hypothesis? L'hypothèse de, comment on dit scaling? De mise à l'échelle forte. Enfin, Ouais, mise à ouais. l'échelle. C'est qu'en gros, en scalant beaucoup les modèles, on va réussir à créer des algorithmes qui sont de niveau humain. Par exemple, euh, voici comment moi je créerais une AGI avec l'hypothèse de la strong scaling hypothesis. En gros, actuellement, ChatGPT, il est entraîné pour prédire le prochain mot. Sauf que ben, si on veut entraîner ChatGPT pour utiliser un ordinateur ou faire Mhm. des tâches qui sont générales sur un ordinateur, et ben peut-être que c'est pas le prochain mot qu'il faut faire, mais c'est plus la prochaine touche de clavier ou le prochain mouvement de souris. C'est peut-être ça qui nous intéresse davantage si on veut créer une IA qui essaie de manipuler genre, un ordinateur. Et j'ai l'impression que c'est vraiment très utile d'avoir une IA qui serait manipuler plein de tâches de bureautique comme ça. Et en fait, ça, on sait déjà le faire. Par exemple, il y a des jeux tels que StarCraft ou Dota, où en gros, ce sont des jeux qui sont très compliqués, des jeux de stratégie multiplayer. Et on a déjà entraîné dans le passé des IA qui sont capables de jouer au niveau professionnel et qui doivent utiliser des claviers, Mhm. qui doivent utiliser une souris et faire des mouvements très rapides. Et en fait, utiliser un ordinateur, conceptuellement, on peut le voir comme un jeu très compliqué, un jeu qui avec plein de sous-jeux différents, par exemple écrire du texte, ou naviguer sur Internet, ou faire de la recherche scientifique. Mais c'est un jeu avec plein de ramifications, mais on peut le conceptuer comme un jeu. Et par exemple, la métrique du succès sur un papier de recherche, c'est est-ce que le papier de recherche est accepté, oui ou non? Par exemple, on pourrait dire, de la même manière qu'aujourd'hui, euh, ChatGPT, il a été entraîné pour faire, bon, quand on lui pose une question, à répondre correctement à la question, et il y a un peu une métrique du succès. Et donc, voilà, et on l'optimise, ChatGPT, pour maximiser la métrique. Eh bien, Mhm. on pourrait faire de même sur des tâches de bureautique. On pourrait entraîner les IA à maximiser la métrique du succès sur toutes ces différentes activités, donc écrire avec le clavier des bons mails, faire de la bonne recherche scientifique, ou faire des choses qui sont compliquées, naviguer sur Internet. Tout ça, on peut le faire. Pour moi, il n'y a pas de grand changement. C'est juste, il faut un peu y croire d'une certaine manière et entraîner les IA par renforcement à faire ce genre de choses. Mhm. Donc, pour une IA qui serait entraînée à taper sur un clavier, on pourrait commencer par exemple par lui faire lire tout Internet. Ça va l'aider. Donc, si ça commence par lire tout Internet, ça aura plein de connaissances sur comment fonctionne le monde qui seront ensuite utiles pour manipuler un ordinateur. Et puis Mhm. ensuite, on peut faire le fine-tuning. À la place de faire un fine-tuning comme pour ChatGPT, où on a adapté ChatGPT pour qu'il réponde de manière, on va dire, très polie, très utile pour les différents utilisateurs, et bien Mhm. ici, on peut faire un fine-tuning pour entraîner l'IA à manipuler des tâches de long terme avec un clavier d'ordinateur. Et ce, pour tout un panel de différentes activités de bureautique. Je pense que ça, enfin pour moi, si on entraîne une IA à faire tout ça, je pense ça, et si ça réussit de la même manière que ChatGPT aujourd'hui réussit à faire du texte,
si notre IA réussit à faire toutes ces tâches de bureautique, eh bien, il y a encore la question de la mémoire long terme. Bon, ça, je mets ça de côté. Mais quand même, on se rapproche de quelque chose qui est très très impressionnant. Tout à fait. Et donc là, on a parlé d'IA de niveau humain, on a aussi parlé, enfin de niveau humain, on a aussi parlé d'intelligence artificielle générale. On parle aussi de super IA, donc des intelligences artificielles en fait qui auraient les capacités, enfin plus des capacités de plusieurs ordres de grandeur supérieures à l'humain. Est-ce qu'on a des idées sur combien de temps ça pourrait prendre en fait depuis une IA de niveau humain pour arriver à une super IA? Ouais. Donc ça, c'est la question euh, du take-off. Alors, je sais pas comment traduire en français, mais c'est en gros, c'est du décollage entre le moment où on a une IA qui est quasiment générale et une IA qui, effectivement, où on a automatisé l'entièreté des choses scientifiques, enfin, l'entièreté des tâches cognitives, pour créer jusqu'une IA d'intelligence générale et même une ASI, Intelligence Artificial Super Intelligence. Donc Mhm. ça, la question des take-offs, il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'incertitudes sur ça. Euh, et même, on pourrait même quasiment jusqu'à rejeter, il y a des gens qui pensent qu'il faut quasiment même rejeter la prémisse qu'il est possible de créer des choses qui sont radicalement superhumaines. Mhm. Euh, pour moi, déjà, je pense qu'il faut déjà s'arrêter sur la prémisse qu'on puisse créer quelque chose qui non seulement a le niveau humain, mais peut le dépasser. Je pense qu'il faut déjà justifier ça. Donc avant de répondre à la question de la durée du take-off, de la durée du décollage, je vais déjà Mhm. essayer de justifier pourquoi est-ce que je pense que les capacités humaines ne sont pas le maximum des capacités possibles. Mhm. Alors, pour ça, je pense qu'il est bon de donner quelques exemples. Premier exemple, c'est le jeu d'échecs ou le jeu de Go. Sur certains jeux, euh, eh bien, il y a déjà des logiciels qui font bien mieux que le cerveau. Sur certaines, et notamment, donc, un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est l'IA AlphaZero, qui a été entraînée à jouer aux jeux d'échecs et aux jeux de Go et au shogi. Eh bien, en 4 heures d'entraînement dans un serveur en 2017 ou 2018, en 4 heures d'entraînement, AlphaGo a acquis plus de capacités sur les échecs que l'entièreté de l'humanité n'en a acquise durant des millénaires. Ça, c'est Mhm. fou, ça. Euh, je pense que c'est vraiment une statistique à retenir. Donc, et asymptotiquement, quand on regarde un petit peu les Hello aux échecs, euh, je crois que les champions du monde, ils sont aux alentours de 3000, quelque chose comme ça, Magnus Carlsen. Et genre, on a des IA telles que AlphaGo, AlphaZero, MuZero, qui sont à 5000. Donc c'est vraiment incommensurable avec le niveau des humains. Donc voilà, ça c'est l'une des justifications. Donc sur un domaine tel que les échecs, on a déjà des IA qui sont très très superhumaines. Maintenant, est-ce que ça se justifie aussi sur d'autres tâches cognitives? Moi, ma vision sur le sujet, c'est que tout ce qui a une métrique un peu claire, où on peut donner une métrique du succès relativement claire, telle que ben, la capacité à résoudre des problèmes de mathématiques, ou la capacité à faire, je sais pas, à résoudre des problèmes d'ingénierie, ou la capacité, par exemple, même des choses qui sont un peu moins claires, par exemple, un mail bien formulé, en bon français, hein. On pourrait penser, par exemple, que un mail écrit ou bien écrit ou mal écrit, c'est pas une capacité qui est très, très claire, hein. C'est difficile à juger, c'est difficile à bien noter. Est-ce qu'on donne un 8 sur 10 ou un 7 sur 10? Bon, la copie de philosophie, on sait que c'est pas très simple à juger et qu'il y a beaucoup de variance entre les différents correcteurs. Mais Mhm. même pour ce genre de tâches, où il est difficile de donner, on va dire, une métrique très très claire, très précise, eh bien on voit que ChatGPT aujourd'hui il est très capable sur ce genre de tâches. Ouais, enfin en tout cas il est bien mieux, bien plus capable que les versions précédentes. Mhm. Donc ma vision des choses, c'est qu'à partir du moment où on peut donner une métrique un peu claire, eh ben, on peut commencer à optimiser cette métrique et on va avoir des IA qui vont optimiser de manière assez brutale cette métrique jusqu'à atteindre progressivement le niveau d'intelligence humaine.
puis le dépasser. C'est ce qui s'est passé aux échecs. Je vois pas trop de raisons pour lesquelles ce serait pas vrai dans d'autres disciplines. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas parce qu'on a des IA qui dépassent comme ça de manière sur certaines tâches très précises qu'on aura une IA qui va vraiment dépasser dans toutes les tâches euh, de manière assez panoramique. Mhm. Euh, mais la probabilité n'est pas non plus minime, et c'est pour ça que je pense que c'est une question qui se pose. C'est pour ça que ouais. Donc moi, je donnerais quand même genre 80% de chances que ce soit effectivement le cas, qu'on puisse avoir des IA qui dépassent un petit peu de manière un peu hégémonique l'entièreté du panel des capacités cognitives des humains. Mhm. Mhm. Ouais, il y a une idée aussi, c'est que lorsqu'on aura une IA de niveau humain, justement, bah, elle sera aussi de niveau humain, voire légèrement surhumaine, par exemple pour fabriquer des intelligences artificielles. Et donc elle-même, elle pourrait créer des intelligences artificielles qui sont un peu supérieures à elle, qui elles-mêmes pourraient créer des IA un peu supérieures, etc. Puis il y aurait une sorte comme ça de boucle qui amènerait une sorte d'explosion d'intelligence où les IA, enfin l'IA arrive à s'améliorer elle-même en fait, qui pourrait du coup Ouais, mener à une IA super intelligente. ouais. Euh, donc là, tu es en train de parler de ce qu'on appelle recursive self-improvement, donc Mhm, l'amélioration euh, ouais, genre, en gros, ce serait une IA qui regarde ses lignes de code, qui voit des problèmes dans ses lignes de code, qui améliore ses lignes de code, et donc maintenant qu'elle est un peu meilleure, elle peut voir d'autres problèmes encore plus subtils, jusqu'à s'améliorer progressivement et créer une IA qui devient vraiment très très forte. mhm, Moi, je pense pas que ce soit un modèle très plausible de comment est-ce qu'on crée des IA qui sont très puissantes. Euh, Comme on l'a vu avec les échecs, il mhm, s'avère que pour créer des IA qui sont très puissantes, en fait, juste on les entraîne plus longtemps ou avec une meilleure architecture ou avec euh, une donnée un peu meilleure. Et j'ai mhm, l'impression que si on reste dans le paradigme du deep learning, je vois mal comment une IA, elle irait opérer dans les différents poids qui sont. Enfin, une IA en deep learning, c'est quoi? C'est un ensemble de chiffres en fait. C'est des chiffres qu'on multiplie les uns avec les autres. Ces chiffres sont stockés dans des matrices de chiffres. On multiplie les matrices de chiffres les unes avec les autres et ça donne un résultat. Mais ce sont mhm, des matrices qui ne sont pas tout à fait interprétables. On n'arrive pas à dire qu'est-ce que représente ce nombre au sein de cette matrice. Et ce ne sont pas des lignes de code écrites de manière transparente comme on le fait généralement en software engineering. C'est difficile d'opérer sur ça et d'améliorer progressivement. C'est pas du tout un software, les IA. C'est plus un tas de nombres qui est gargantuesque et qu'il est difficile d'améliorer de manière itérative en regardant avec une loupe les nombres. mhm, Euh, donc, je pense pas que ce soit la manière de créer des IA super intelligentes. Pour moi, la manière de créer des IA super intelligentes, c'est pas par recursive self-improvement comme tu l'as dit là, c'est plus on entraîne l'IA plus longtemps sur des tâches plus compliquées, un petit peu comme aux échecs, un petit peu comme au Go, un petit peu comme l'IA que je t'ai décrite tout à l'heure, qui est entraînée sur du clavier pour faire plein de tâches comme de la recherche scientifique, ou taper du texte, ou écrire des poésies comme Rimbaud, ou je ne sais quoi. Si on a mhm, une IA qui sait faire tout ça très très bien, eh bien, pour moi, c'est déjà une AGI et peut-être même. Ensuite, on peut aller encore plus radicalement, hein. On peut imaginer des choses qui ont des tâches cognitives qui sont vraiment encore plus radicalement différentes. Mais ouais, pour moi, c'est plus ce chemin-là qu'il faut imaginer et qui me semble le plus plausible vis-à-vis de notre technologie actuelle. Et tout à mhm, l'heure, tu posais une question sur le temps qu'il faut pour créer des intelligences artificielles ASI, le temps de décollage, le temps de take-off. Il y a mhm, des gens qui pensent que ce sera lent, des gens qui pensent que ce sera rapide. C'est la différence entre slow take-off, fast take-off. Et en gros, la, le, la différence entre les deux, entre slow et fast take-off, de manière un petit peu genre, la communauté a dit à peu près c'est 2 ans. Ceux qui pensent que ça prend plus de 2 ans ou moins de 2 ans, ce sera, voilà, ça détermine un petit peu slow ou fast. d'accord. Et il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'incertitudes sur le temps de décollage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, AlphaGo, enfin AlphaZero, il lui a fallu 4 heures pour dépasser le niveau des humains.
Et Mmh. ouais, 4 heures, c'est pas beaucoup. Mais en même temps, on voit aussi qu'il y a d'autres IA tels que ChatGPT, on sait que c'est entraîné sur des mois, sur plusieurs mois. Mmh. Voilà. Et, et on voit que entre GPT-2 et GPT-4, il a fallu, je sais pas, 3 4 ans. Mmh. Voilà, donc voilà, ça te donne une range. Donc voilà, est-ce que ça prend des heures ou des mois ou des années? En vrai, on sait pas trop, on sait pas trop. Mais le modèle économique qui est le plus précis sur la question actuellement, c'est le modèle de Tom Davidson, qui a fait un grand rapport qui s'appelle What a Compute-Centric Framework Says About AI Takeoff. Et en gros, la médiane dans ce rapport, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'était quelque chose comme 2 3 ans. En gros, il a fait des simulations de Monte-Carlo, il a modélisé un petit peu l'économie, il a regardé un petit peu qu'est-ce qui se passe si on automatise ces parties de l'économie qui sont nécessaires à la construction d'IA, notamment euh, la supply chain des semi-conducteurs pour créer des GPU qui sont utilisés pour entraîner les IA. Mmh. Il regarde un petit peu tout ce qui existe pour... voilà, il a un peu modélisé cette partie-là de l'économie. Et il regarde ensuite, ben, ok, genre c'est quoi le temps qu'il faut pour automatiser ça, et combien de temps il faut pour passer de 20% des tâches cognitives qui sont automatisées à 100% des tâches cognitives qui sont automatisées. Et donc, quand je dis 20% des tâches cognitives ou 100% des tâches cognitives, c'est donc 100% c'est AGI, 20% c'est quelque chose comme GPT-5 peut-être. Et voilà, Mmh. il regarde un petit peu le temps qu'il faut entre les deux. C'est une estimée du temps de take-off. Et je vais essayer de retrouver ce qu'il a fait. Je crois que c'était 2 ans, mais juste, je confirme rapidement. Ouais, genre 3 ans. 3 ans. En fait, au-delà du fait que l'IA puisse aller fouiller un peu dans ses paramètres et puis peut-être les améliorer comme ça, ce qui du coup, selon toi, est peu probable, on peut se dire que elle-même, si elle devient assez capable sur ces sujets, elle pourrait trouver par exemple de nouvelles architectures d'intelligence artificielle ou de nouvelles manières de faire ou de nouvelles manières, par exemple, d'avoir plus de puissance de calcul. Grâce à d'autres systèmes que ceux qu'on utilise maintenant. Et puis que ça, par contre, ça pourrait aussi permettre d'avancer beaucoup plus rapidement dans ces domaines que ce qu'on fait maintenant, qui est déjà Ouais, extrêmement rapide, quoi. c'est vrai. Donc, en gros, ce que tu es en train de proposer, ce serait utiliser l'IA pour faire des améliorations algorithmiques, trouver des meilleurs algorithmes pour entraîner de manière plus efficace les IA. Hmm. Moi, j'y crois pas trop à ça, en toute honnêteté. D'accord. Euh, En gros, j'ai l'impression que la loi amère, enfin, la leçon amère, la bitter lesson de Richard Sutton me paraît encore aujourd'hui assez vraie. Il y a eu des améliorations algorithmiques dans le passé et elles sont que d'un facteur 50. Tandis que, ça veut dire quoi un facteur 50? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour entraîner les IA, il faut 50 fois moins de calculs pour obtenir une capacité donnée que au début, genre en 2010. Hmm. Donc, un facteur 50. Tandis que, en parallèle, sur cette décennie, on a fait un facteur plusieurs millions, 10 millions, ou je sais pas combien, peut-être 100 millions, sur la quantité de calcul qui est. Bon, ouais, il faut. Peut-être. Je suis pas sûr du nombre, mais en gros, c'est vraiment monstrueux Mhm. sur la quantité de calcul qui est utilisée pour entraîner les IA. Donc, en fait, la quantité de calcul me semble être le paramètre de loin le plus déterminant. Et ensuite, à partir du moment où on trouve une architecture qui est suffisamment euh, scalable, enfin, qui est capable d'utiliser cette puissance de calcul. En première Mhm. approximation, ça donne à peu près les mêmes résultats. Donc je peux illustrer ça de différentes manières, mais par exemple, il y a un papier de Facebook AI Research qui montre que si tu prends des CNN, donc qui est une architecture qui est très différente des transformers, euh, et donc qui est très différente de ChatGPT, mais tu prends un CNN, tu prends des transformers, tu entraînes le CNN autant que ce que tu aurais fait avec un transformer, ça donne des résultats qui sont assez similaires. Ouais, donc ça déjà c'est vraiment assez surprenant. Genre, on peut se dire, ah ben waouh, en fait c'est pas tant les transformers que ça qui font la différence, en fait genre la quantité de calcul c'est très importante. Je dis pas que les transformers ça va pas changer beaucoup de choses. C'est vraiment une architecture qui est capable d'absorber cette puissance de calcul. Enfin, il y a aussi des améliorations algorithmiques qui sont nécessaires. Par exemple, pour la context window,
la quantité de texte qu'on peut mettre dans un paragraphe la quantité de texte qu'on peut donner à ChatGPT, il y a des techniques qui permettent de vraiment radicalement augmenter la quantité de texte qu'on peut mettre. Mmh. Ça, ce sont des choses qui existent pour de vrai. Il y a aussi donc ça, c'est donc pour le coup, sur ce genre de choses, je suis d'accord que les améliorations algorithmiques font une différence. Mais disons que sur la grande majorité de ce qui fait les performances cognitives, Mmh. enfin, j'ai l'impression qu'on ne peut pas passer outre l'utilisation de beaucoup de quantités de calcul. Et même des architectures qui sont plus récentes que Transformer, par exemple, il y a l'architecture Mamba, Mamba, ouais, qui est beaucoup plus récente, qui semble être vraiment effectivement mieux que les Transformers. Bah, en fait, c'est pas non plus un changement paradigmatique. Ça va faire peut-être 10 fois mieux ou même 100 fois mieux, mais pour la quantité de calcul qui était utilisée auparavant, mais c'est pas 1 million de fois plus. Mmh. Tandis que sur le laps de temps, sur cette décennie, on a mis beaucoup, beaucoup plus de puissance de calcul et c'est davantage ça qui a fait la différence. Heu, donc moi, je regarde un petit peu, je prends du recul sur tout ça, je me dis: «OK, heu, on a vraiment utilisé beaucoup de jus de cerveau pour trouver des architectures qui sont intelligentes. On a essayé de faire plein de procédures qui sont un petit peu plus intelligentes pour entraîner, les modèles de langage». Par Mmh. exemple, il y a des gens qui ont essayé de faire du curriculum learning. Et c'est quoi le curriculum learning? C'est essayer de donner en premier les choses qui sont simples, puis les choses un peu plus difficiles, puis les choses un peu plus difficiles. Oh, OK, ça paraît être une idée qui se paraît intéressante. Pourquoi est-ce qu'il faudrait pas essayer ça? Peut-être que moi, ça me paraissait très, très séduisant au début, mais en fait non, ça marche pas. C'est une bonne idée, on se dit que ça devrait fonctionner, mais non en fait. Voilà, il y a plein, plein d'autres idées qui sont on tente ces idées pour essayer de faire mieux et il s'avère que, ben, non, juste plus de calcul, ça a l'air d'être vraiment le facteur dominant. Mmh. Heu Donc, en gros, peut-être que je me trompe assez fortement. Peut-être que les IA ou genre dans le futur, on trouvera des manières de faire qui permettent de d'utiliser beaucoup, beaucoup moins de calcul. Mais pour l'instant, j'en doute. Un dernier élément qui fait que je pense que c'est assez important, la puissance de calcul, quand on regarde le nombre de neurones aujourd'hui dans les modèles de langage, par exemple, quand on regarde GPT-3, c'est 175 milliards de neurones et c'est à peu près le même nombre de neurones une musaraigne. En gros, c'est une petite souris Mmh. et en gros, genre, il faut se dire qu'en gros, GPT-3, GPT-3.5, ChatGPT, en fait, a autant de neurones qu'une souris ou qu'un truc comme ça, un petit mammifère. C'est fou quand même. Mmh. Et pourtant ça fonctionne, genre bon peut-être ma comparaison est pas très bien parce qu'il y a des limites à ma comparaison parce que les neurones biologiques sont pas exactement la même chose qu'un neurone, artificiel. Mais, heu, il faut quand même se dire qu'on est vraiment loin du nombre de neurones qui est utilisé dans un cerveau. Mmh. Et tout à l'heure quand je parlais un petit peu des modélisations qui sont utilisées pour essayer de prédire quand est-ce qu'on aura des IA de niveau humain, c'est vrai que l'une des choses clés pour essayer de faire cette prédiction, c'est essayer de mettre en rapport la taille du cerveau et la puissance, ouais, genre le nombre de neurones, et cetera, qui est dans le cerveau, et de le mettre en relation avec le nombre de neurones qui est actuellement dans, dans les modèles de langage. Et Mmh. en gros, ben, de se dire, OK, au moment où on aura un petit peu des choses similaires, ça va faire des choses qui sont similaires. Et pour moi, ça me paraît assez raisonnable de se dire, ben, c'est pas avec 3 neurones qu'on va réussir à faire une intelligence de niveau humain, quoi. Avec 3 neurones, on peut faire des régressions linéaires, ou, non, mais on va pas faire des choses qui sont très compliquées. Ça me paraît assez évident pour moi qu'il faut un peu de complexité pour réussir à faire des choses impressionnantes. Et ouais, je peux m'arrêter là. Génial. Ouais, du coup, question de fin que je pose, à tous les invités. Si toi, tu étais, sur une scène comme ça, avec l'humanité entière face à toi et que, tu avais quelques minutes pour, leur faire passer le message de ton choix, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Très, très belle question. Moi, sur mon ordinateur, j'ai mis un sticker, de Our World in Data, que j'aime beaucoup, avec 3 cercles, avec un diagramme de veine.
qui donne 3 cercles comme ça. Et l'un des cercles nous dit que actuellement le monde est terrible parce que ben, il y a plein de gens qui meurent à droite à gauche, il y a de la souffrance qui existe, il y a 6 millions d'enfants qui meurent chaque année, donc c'est pas cool. Mais en parallèle à ça, le monde est bien mieux que dans le passé. Par exemple, dans le passé, c'était pas juste 6 millions de personnes, enfin, c'était pas juste 4% des enfants qui mouraient, mais c'était genre 50% de tous les enfants qui naissaient dans le monde. Et on a vraiment fait d'énormes progrès. Donc le monde est bien mieux que dans le passé. Mais en même temps, cette statistique de 4% des enfants qui meurent dans le monde, ben, c'est pas une statistique qui est sympathique parce que en Union européenne, c'est 10 fois moins qui meurent. C'est 0,4% des enfants qui meurent. Et du coup, le monde pourrait être bien mieux que ce qu'il est actuellement. On le voit, ben, si on avait ce niveau de mortalité infantile de l'Union européenne, ce serait vraiment une très belle chose. Et du coup, voilà, on a ce diagramme. Je me balade avec mon ordinateur et ce diagramme de Venn tout le temps. Donc, le monde est terrible, le monde est bien mieux que dans le passé, et le monde peut être bien, bien meilleur dans le futur. Et ce qui est beau dans ce diagramme de Venn, c'est que ces 3 choses sont vraies en même temps. Et du coup, euh, il faut pas se dire que ce sont des propositions qui sont mutuellement exclusives. Ce sont des choses qui sont vraies en même temps. Et du coup, le message que j'ai envie de faire passer à l'humanité, c'est ben, on a réussi à faire vraiment des belles choses dans ce monde. On a réussi à bâtir une civilisation à partir de rien, à envoyer des hommes sur la Lune, à développer des vaccins contre des maladies comme la rage et à les rendre accessibles à une grande partie de l'humanité. Voilà, donc notre civilisation a accompli de très belles choses. Et moi, quand j'étais enfant, je prenais un petit peu tout ça comme acquis. Les trains, la maison, le fait que je pouvais aller à l'école, je considérais que tout ça, ça tombe du ciel. Voilà, comme si tous ces services dont je profitais sans poser beaucoup de questions. Voilà. Mais en grandissant, j'ai réalisé que ce qui existe dans le monde est le fruit d'un long processus de décisions qui sont prises par des hommes, des femmes, qui se sont réunis pour créer toutes ces choses. Et chacun des petits détails, euh, par exemple sur un site internet qui a été créé par des gens, ben, a été réfléchi. Vraiment, ça prend du temps de créer. Genre, ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps. Et il faut s'en rendre compte quand on est consommateur ou enfant. Et je pense que ma réalisation à moi, c'est que nous pouvons, nous aussi, faire partie de ce processus de création. Et on peut essayer de construire des belles choses, de prendre part à cette civilisation, de la faire grandir et de faire en sorte qu'elle soit florissante. Il y a vraiment des choses formidables qui ont été construites dans le passé, que nous recevons en héritage quand nous sommes enfants. Je pense qu'il est important de participer à la construction d'une belle civilisation, de ne pas tout prendre pour acquis, de voir que tout ce qui existe a été le fruit d'un processus créé par des humains. Nous sommes aussi des humains, nous pouvons nous inscrire dans cette histoire et y participer. Et certes, nous avons parfois l'impression d'être tout petits dans cette civilisation et d'avoir peu de marge de manœuvre, mais c'est souvent vrai, mais il est parfois possible de trouver des petites niches, de faire évoluer certaines choses à l'intérieur de ces niches, de créer des jolis cocons, des jolies maisons, des projets sympathiques. Et moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, je me dis que l'espace des possibles est très vaste et je pense qu'il faut essayer d'en profiter. On sous-estime tout ce qu'on peut faire dans le monde. Il y a vraiment, on n'imagine pas l'ensemble des choses qu'on peut essayer de faire. Et je trouve que c'est vraiment une belle histoire que d'essayer de faire émerger quelque chose de beau dans cette civilisation, euh, de telle manière à ce que le monde soit bien mieux que ce qu'il était dans le passé et soit bien mieux que ce qu'il est actuellement. Eh ben, je trouve que c'est un très beau message. Merci beaucoup, Charbel, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup, Shaiman. Merci beaucoup pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.